J'ai mon chien, Bob, depuis 8 ans, et il n'a jamais été du genre anxieux. Il n'aboie pas après le facteur, ne sursaute pas avec les feux d'artifice, et ne lève même pas la tête quand j'ai des invités à la maison. C'est le genre de chien qui vit sa vie à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment anormal. Alors, quand il a commencé à grogner près de la porte arrière ce soir-là, ça m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il était environ 11 heures du soir, j'étais allongé sur le canapé. Je regardais un vieux film d'action tout en faisant défiler mon téléphone. La cheminée crépitait, le vent soufflait doucement contre les vitres et Bob était recroquevillé dans son panier, dans un coin du salon, du moins il y était. J'ai levé les yeux en entendant le grondement sourd. Bob était déjà debout, les oreilles baissées, la tête légèrement penchée vers le bas et les yeux fixés sur la porte arrière, totalement immobile. Je me suis redressé et j'ai posé mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Il ne m'a même pas regardé. Il continuait juste à fixer la porte. J'ai regardé dans la direction qu'il fixait, droit vers la porte, m'attendant à voir un raton laveur ou un chat errant. Mais je n'ai rien vu. Le jardin était sombre. Les arbres balançaient dans le vent sous la lumière de la lune, et la neige couvrait le sol, intacte. Mais Bob continuait de grogner. J'ai pris la lampe torche sur la table basse et je suis resté planté là, persuadé que ce n'était rien. Mais dès que j'ai commencé à m'approcher de la porte, le grondement de Bob est devenu plus fort. J'ai allumé la lumière du porche, et le jardin s'est illuminé d'une faible lumière jaune, révélant la cour, la clôture et les arbres nus derrière. Rien ne bougeait. J'ai entrouvert la porte juste assez pour sentir l'air froid sur mon visage. « Hé, ai-je lancé dans la nuit? Y a quelqu'un » Silence. J'ai attendu, écoutant le vent qui murmurait entre les arbres et le son lointain d'une voiture sur une route voisine. C'était tout. J'ai secoué la tête, me sentant idiot. « Tout va bien, Bob ?» ai-je murmuré en refermant la porte. Ça doit être un cerf ou quelque chose comme ça, mais Bob ne bougeait toujours pas. Il ne s'est pas assis, il ne s'est pas détendu. Il restait figé devant la porte. J'aurais dû lui faire confiance. Le matin venu, j'avais presque oublié ce qui s'était passé. J'ai nourri Bob, bu mon café, et je suis sorti avec lui pour qu'il fasse ses besoins. Le ciel était couvert, l'air dense et mordant avec cette humidité glacée qui précède la neige. Bob a couru jusqu'au porche, puis s'est arrêté net. Son corps s'est tendu, les oreilles plaquées contre la tête. J'ai suivi son regard, et une peur glaciale m'a noué l'estomac. Il y avait des empreintes dans la neige, profondes et lourdes, menant du jardin directement à la fenêtre de ma chambre. J'ai dégluti, sentant mon corps se raidir malgré le sweat que je portais. Les empreintes ne menaient nulle part ailleurs. Celui qui les avait faites n'était pas allé jusqu'à la porte arrière, ni n'avait tourné dans la cour. Il s'était juste dirigé droit vers la fenêtre, et s'était arrêté. Je me suis approché. Les empreintes étaient profondes, comme si la personne était restée là un long moment, à observer. Bob a émis un grondement sourd à côté de moi. Sa queue rigide, j'ai dû me forcer à respirer. Il devait y avoir une explication. Peut-être un voisin qui coupait par mon jardin, ou un ivrogne qui s'était trompé de maison. J'ai attrapé une pelle sur le porche et j'ai effacé les empreintes. Je ne voulais plus les voir. Mais cette nuit-là, Bob n'a pas seulement grondé. Il a gémi. Et ça m'a fait encore plus peur. J'ai à peine dormi. Je suis resté tard sur le canapé, un bâton de baseball posé sur mes genoux, la télé allumée à faible volume. Bob était roulé en boule à côté de moi, mais de temps à autre, il levait la tête, fixant la porte arrière comme s'il attendait quelque chose. À 3 heures du matin, l'épuisement m'a vaincu. J'ai pris le bâton et suis allé dans ma chambre. Verrouillant la porte derrière moi, j'aurais dû me sentir en sécurité, mais ce n'était pas le cas. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, au son du gémissement de Bob. Il n'aboyait pas, ne grondait pas. Il gémissait. J'ai cligné des yeux, encore à moitié endormi, enveloppé dans mes couvertures, quand j'ai entendu un second bruit. Un léger tapotement sur la vitre. Mon cœur s'est serré, mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas bougé. Un autre tapotement. Je savais exactement d'où il venait, de la fenêtre de ma chambre. Bob gémissait encore, de l'autre côté de la porte, griffant le bois. L'air dans ma chambre semblait mauvais. Je suis resté là, sans respirer, écoutant ce silence qui s'étirait bien trop longtemps.
Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu. Mon corps était raide, mes doigts agrippant la couverture. Mais finalement, les tapotements ont cessé, et je n'avais aucune envie d'aller voir ce qui se passait. Le matin venu, mes nerfs étaient en lambeaux. J'ai ouvert la porte de ma chambre, et Bob a failli me renverser en se précipitant à l'intérieur. Il a couru droit jusqu'à la fenêtre, reniflant furieusement le rebord, les oreilles toujours abaissées. J'ai avalé ma salive, et à contre-cœur, j'ai tiré le rideau pour regarder. D'autres empreintes, mais cette fois, elles ne s'arrêtaient pas à la fenêtre. Elles menaient vers la forêt profonde et lourde, disparaissant entre les arbres. Je suis resté là, les mains sur l'appui de fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Qui que ce soit là dehors, il n'avait pas tenté d'entrer, n'avait pas essayé de forcer la porte ou les fenêtres. Il s'était juste tenu là, à observer pendant des heures, peut-être plus. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. 2 nuits de suite, Bob avait ressenti quelque chose. 2 nuits à me sentir observé, à entendre des bruits, à voir ces maudites empreintes. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Ce soir-là, j'ai laissé les lumières éteintes et je me suis installé dans le salon. Le bâton de baseball sur les genoux et Bob couché à mes pieds. Je n'ai pas allumé la télé, je n'ai pas touché à mon téléphone. Je me suis contenté d'attendre, les yeux fixés sur la fenêtre. À 2h30 du matin, les oreilles de Bob se sont dressées. Son corps s'est tendu. 1 minute plus tard, il a commencé à grogner. Pas fort, sans aboyer. Mais ce grondement grave et profond qui me hérissait tous les poils du corps. Je tenais la batte d'une main, le téléphone de l'autre, prêt à appeler la police au moindre besoin. Je suis resté dans le noir, le cœur battant à tout rompre, les yeux rivés sur la fenêtre. Je savais qu'ils reviendraient, et ils sont revenus. Le grognement de Bob s'est intensifié. Son corps tout entier semblait prêt à bondir. Il ne regardait pas la vitre, mais plus bas, vers la fente sous la fenêtre, là où quelque chose bougeait. C'était le plus petit morceau de métal que j'ai jamais vu, glissant de l'extérieur vers l'intérieur par l'interstice. Ma poitrine s'est serrée. Quelqu'un essayait de déverrouiller ma fenêtre. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Je regardais simplement ce morceau de métal se déplacer, produisant un son à peine audible. Qui que ce fût, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils prenaient leur temps, comme s'ils savaient que j'étais à l'intérieur, comme s'ils voulaient voir si j'allais réagir. J'ai resserré ma prise sur la batte. Si le verrou bougeait, j'attaquerais. C'est alors que Bob s'est jeté contre la fenêtre, aboyant si férocement que même moi j'ai sursauté. Ses griffes raclaient le bois. Il était furieux. Le morceau de métal a reculé immédiatement et puis... Silence. J'ai couru jusqu'à la porte arrière, je l'ai ouverte lentement et j'ai posé le pied nu sur le bois glacé du perron. Bob était accroupi à côté de moi, grognant encore, la poitrine vibrant. La cour était vide, ou du moins elle le semblait. Et puis Bob s'est élancé vers l'avant, grognant. J'ai resserré ma prise sur la batte, les yeux fixés sur l'endroit qu'il regardait. Une ombre se déplaçait près de la lisière des arbres. Ce n'était pas un animal, mais une personne grande, immobile qui observait. J'ai à peine eu le temps de réagir qu'elle s'est mise en mouvement, pas vers moi, mais dans la direction opposée, disparaissant rapidement dans la forêt, comme si elle connaissait les lieux mieux que moi, comme si elle avait déjà fait ça. J'ai couru en avant, batte levée, mais Bob s'est arrêté à la limite de la cour, aboyant comme un fou. Je n'ai pas pu voir où la personne était partie, mais j'ai senti qu'elle était encore là, quelque part, en train de m'observer. Je ne sais pas si Bob les a fait fuir ou s'ils avaient décidé que ça suffisait, mais cette personne n'est jamais revenue. Je n'ai jamais su qui c'était. J'ai déposé une plainte, mais la police ne pouvait pas faire grand-chose. Ou, probablement, un gamin qui faisait une blague, m'a dit un des agents. Mais je savais que ce n'était pas ça. Je l'ai senti. Et Bob aussi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne dors plus jamais près d'une fenêtre. Parce que si Bob n'avait pas été là, si j'avais somnolé ne serait-ce qu'un instant, je ne pense pas qu'ils seraient simplement restés dehors. Je pense qu'ils auraient terminé ce qu'ils avaient commencé. J'habitais seul dans une propriété rurale, à environ 30 minutes de route. C'était un endroit calme et paisible. Juste moi, mon pick-up, et un atelier au fond du terrain où je bricolais des voitures. C'était le genre d'endroit où il ne se passait jamais rien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je gardais un 2e frigo dans le garage, surtout pour la bière et des snacks.
Au début, je n'ai pas remarqué grand-chose d'étrange. Juste quelques bières qui disparaissaient, un paquet de chips en moins. J'ai cru que j'avais mal compté. Mais un matin, en allant chercher à boire, j'ai vu que la porte du frigo était légèrement entr'ouverte. Pas grande ouverte, non, juste assez pour comprendre que ce n'était pas moi qui l'avais laissée ainsi. J'ai ignoré, peut-être un animal, me suis-je dit. Ça ne semblait pas grave. Du moins, c'est ce que je pensais. Une semaine plus tard, d'autres aliments avaient disparu. Et ce n'était plus seulement de la bière. Cette fois, c'était de l'eau en bouteille, quelques plats instantanés, même des restes que j'avais oubliés. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Si c'était un animal, il n'aurait pas été si sélectif. Et si c'était une personne, alors là, j'avais un bien plus gros problème. J'ai donc installé une caméra de chasse orientée vers le garage. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un coyote, ou rien du tout. Le lendemain matin, j'ai vérifié les images, et mon estomac s'est noué. J'ai vu un homme sortir de mon atelier à 2 heures du matin. Je suis resté figé devant l'écran, le souffle court. Il était grand, maigre, vêtu de plusieurs couches de vêtements vieux et déchirés. Il se déplaçait lentement, prudemment, en regardant vers la maison, rampait presque vers le garage. Il n'est pas entré. Il est juste resté là, planté devant la fenêtre de la cuisine, pendant environ 10 minutes. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné lentement, disparaissant dans l'obscurité. J'ai regardé la vidéo encore et encore, mes doigts serrant le téléphone jusqu'à en avoir mal. Quelqu'un vivait dans mon atelier, et ce n'était pas tout, il m'observait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans le salon, un fusil sur les genoux. Chaque craquement de la maison faisait battre mon cœur plus vite. Quand le jour s'est levé, j'avais déjà appelé la police. Quand ils sont arrivés, je les ai conduits jusqu'à l'atelier. Ils ont ouvert la porte, leurs lampes déchirant l'obscurité. Et oui, ils vivaient bien là. Un sac de couchage était entassé dans un coin. Des emballages de nourriture vides jonchaient le sol. Quelques bouteilles de bière, une petite pile de vêtements dépareillés, même une brosse à dents. Mais le pire, c'était le carnet posé à côté du sac de couchage. Presque invisible sous une vieille veste. L'un des policiers l'a ouvert et a trouvé page après page d'écriture, confuse, et un nom répété encore et encore. Mon nom. Les policiers ont feuilleté les pages, leurs visages fermés. Ils m'ont tendu le carnet. Pendant un instant, je n'ai fait que toucher la couverture, hésitant une seconde avant de le prendre. Les premières pages contenaient des pensées aléatoires, désordonnées, des phrases sans lien. Puis les choses ont empiré. Il avait écrit sur ma maison, ma routine, les heures où je quittais le travail, celles où je rentrais. Une des notes m'a noué l'estomac. Il laisse parfois la fenêtre de sa chambre déverrouillée. Je suis resté là, à fixer ces mots. Tout mon corps s'est figé. Les policiers m'ont dit qu'ils patrouilleraient dans le coin, mais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus. Le hangar était vide, l'homme était parti et ça aurait dû être la fin de tout ça. Mais ce ne l'était pas, parce que quelques nuits plus tard, il est revenu. Il était environ 2 heures du matin quand je me suis réveillé. Au début, je ne savais pas pourquoi. Puis j'ai entendu un grincement. Pas dehors. À l'intérieur de la maison. Je me suis redressé d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Les mains agrippant les draps. Un autre grincement. Cette fois venant de la cuisine. Je suis sorti lentement du lit, prudemment. Je n'ai allumé aucune lumière. J'ai saisi le fusil à côté du lit et me suis glissé dans le couloir. La maison était plongée dans l'obscurité. Je suis resté là à écouter, avançant vers la cuisine sur la pointe des pieds. Et c'est là que je l'ai vu. La porte arrière était ouverte. Un courant d'air froid s'engouffrait, me faisant frissonner. J'ai fouillé toute la maison. Chaque pièce. Chaque placard. Il n'y avait personne. J'ai fermé toutes les portes, allumé toutes les lumières, et je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Le lendemain, je suis allé vérifier les images de la caméra de surveillance. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'espérais qu'il n'y ait rien, que la porte se soit ouverte toute seule, que j'ai rêvé les bruits. Mais quand j'ai regardé les images, il était là, juste devant mon garage, fixant directement la caméra. Et cette fois, il souriait. J'ai déménagé 2 mois plus tard. La police ne l'a jamais retrouvé. Ils pensaient que c'était un vagabond, juste de passage, s'installant où il pouvait. Mais moi, je ne pense pas. Je crois qu'il était là depuis longtemps, qu'il m'observait
Et encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux le soir, je revois ce sourire. Je ne suis pas une personne paranoïaque. J'ai vécu seul pendant des années et j'aimais ça. J'ai toujours gardé mes portes verrouillées. Je n'ouvre jamais à des inconnus. Je n'ai jamais eu peur des bruits dans la maison. Mais après ce qui s'est passé, je ne pense pas que je pourrai jamais me sentir en sécurité, seul, à nouveau. Tout a commencé par quelque chose de petit, tellement insignifiant que j'ai presque ignoré. C'était un jeudi soir, juste après minuit. Je terminais mon travail dans le bureau à la maison. Mon ordinateur portable me brûlait les cuisses. Mon cou était endolori d'être resté penché toute la journée. J'ai refermé l'ordinateur et je me suis levé en m'étirant. Il était temps de tout verrouiller. J'avais l'habitude de vérifier la porte d'entrée avant de me coucher. Pas vraiment pour la sécurité. C'était plutôt un rituel. Je verrouillais la porte. J'éteignais la lumière du porche. Et je jetais un dernier coup d'œil à mon téléphone avant d'aller me coucher. Ce soir-là, j'ai mis le pied sur le porche et je me suis frotté les bras pour me réchauffer. Et c'est là que j'ai remarqué que la clé avait disparu. Je gardais toujours une clé de secours sous le paillasson. Je savais que ce n'était pas l'endroit le plus sûr, mais j'aimais avoir une option au cas où je me retrouverais enfermé dehors. Et pourtant, quand j'ai soulevé le paillasson, elle n'était plus là. J'ai froncé les sourcils et je me suis agenouillé, passant les doigts sur le béton rugueux. Rien, peut-être, que je l'avais accidentellement poussé plus loin, ou plus tôt. C'était la première fois que j'ai ignoré cette sensation, étrange qui montait le long de ma colonne. J'ai verrouillé la porte, vérifié 2 fois, et je me suis convaincu que j'avais dû déplacer la clé sans m'en rendre compte. Je suis allé me coucher, sans savoir que ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie. « Là, t'aurais pris la clé de secours ?» Elle a répondu « Je ne devrais pas la voir. » Il ne me restait qu'une option, quelqu'un d'autre l'avait prise. Rien que cette idée m'a retourné l'estomac. Mais j'ai essayé de rester logique. Peut-être qu'un voisin l'avait trouvée et prévoyait de me la rendre. Peut-être que je l'avais bougée et oubliée. J'ai tenté de balayer ce sentiment. J'ai continué ma journée de travail. J'avais des échéances à respecter et, honnêtement, à la fin de l'après-midi, j'étais presque convaincu que ce n'était pas la peine de m'inquiéter. Mais quand le soleil s'est couché, quelque chose a changé. Ce soir-là, j'ai suivi ma routine habituelle. J'ai dîné près d'une douche, regardé un peu de Netflix, et puis je suis allé me coucher. Je me sentais presque un peu ridicule d'avoir paniqué à cause de l'histoire de la clé, jusqu'à ce que j'éteigne la télé. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Je ne saurais pas bien l'expliquer, mais si vous avez déjà eu la sensation d'être observé, vous savez exactement de quoi je parle. C'était comme si quelqu'un se tenait juste hors de mon champ de vision, en train de me fixer. Les poils de mes bras se sont hérissés. J'ai tourné la tête vers la porte de ma chambre. Elle était ouverte. Je suis resté là à la regarder longtemps, le cœur battant de plus en plus fort. Je ne l'avais pas laissée ouverte, mais je ne me souvenais pas non plus de l'avoir fermée. Pour la première fois depuis des années, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai verrouillée. Je me suis réveillé plus tard dans l'obscurité totale. L'air dans ma chambre semblait lourd, épais, comme si quelque chose n'allait pas. Puis j'ai entendu un clic. Ce n'était pas un bruit fort, ni un fracas dramatique, juste un petit clic métallique. Je suis resté parfaitement immobile. C'était celui d'une clé tournant dans une serrure. J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration. Silence. Et puis, un autre bruit, un léger frottement, le plus subtil des grincements, comme si un poids se déplaçait lentement sur le plancher, venant de l'extérieur de ma chambre. J'ai tourné la tête vers la porte, toujours verrouillée. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je prenais lentement mon téléphone. J'ai fermé les yeux pour mieux écouter, et là, sous la fine fente en bas de la porte, une ombre a bougé. Je devais agir. Je suis sorti du lit aussi silencieusement que possible, chaque muscle de mon corps tendu par la peur. Le placard était le seul endroit où je pouvais me cacher. J'ai avancé lentement, prudemment, les yeux toujours rivés sur l'ombre sous la porte. Mes mains tremblaient pendant que j'ouvrais la porte du placard et me glissais à l'intérieur. La maison était d'un silence oppressant. Puis, juste de l'autre côté de la porte, les lattes du plancher ont craqué. La poignée a bougé. La personne qui se trouvait là testait la porte. Je me suis collé contre le mur du placard, le cœur battant à tout rompre. Un autre bruit,
Le contact le plus doux contre la porte, comme si des doigts traçaient de la surface du bois. Puis, plus rien. Des minutes ont passé. Peut-être 1 heure. J'ai perdu la notion du temps. Mon esprit était figé dans la peur. Puis, j'ai entendu les pas s'éloigner. Je suis resté caché jusqu'à ce que les premiers rayons de lumière filtrent sous la porte du placard. J'ai vérifié chaque recoin de la maison. La porte d'entrée était verrouillée, les fenêtres aussi. Rien n'avait été volé. Aucune trace d'effraction. C'était comme si j'avais tout imaginé, sauf que, quand j'ai mis les pieds sur le perron, mes mains tremblaient. J'ai lentement baissé la tête et soulevé le paillasson. La clé était revenue, exactement à sa place. Ma gorge s'est serrée. J'ai passé toute la journée à me demander où elle avait été. Mais en réalité, la vraie question n'a jamais été où elle était. La vraie question, c'était qui l'avait utilisée. Et surtout, pourquoi l'avoir remise. J'ai changé toutes les serrures le jour même. Mais je n'ai jamais su qui était entré chez moi cette nuit-là. J'ai tenté de me convaincre que c'était simplement un cambriolage raté. Peut-être que quelqu'un avait utilisé la clé et s'était enfui après m'avoir entendu bouger. Mais parfois, quand je me réveille en sursaut au milieu de la nuit, la poitrine oppressée, le cœur affolé, je me demande, est-ce qu'ils étaient vraiment venus pour voler quelque chose? Parce que rien n'avait disparu, rien n'avait été forcé. Et parfois, il ne s'agit pas de ce que quelqu'un veut prendre, mais de ce qu'il veut laisser derrière. Je travaille à domicile comme technicienne informatique, et j'aimais ma routine. Des matins tranquilles avec un café sur la véranda, des soirées calmes avec un livre ou un film. Mon quartier est paisible, le genre d'endroit où les gens se respectent sans se mêler les uns des autres. Je ne reçois presque jamais de visites à l'improviste. Alors, quand quelqu'un a frappé à ma porte un mercredi à 15 heures, je me suis tout de suite méfié. J'ai posé mon café et je suis allé à la porte d'entrée. À travers le Judas, j'ai vu un homme d'une 40aine d'années, mince, sans barbe, portant une combinaison bleu marine. Il ne me disait rien. J'ai entrouvert la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. Il m'a souri, mais quelque chose dans son sourire clochait. Il était trop large, trop forcé. « Bonjour, madame. Je suis de la compagnie de gaz. Nous vérifions une possible fuite dans le secteur et devons inspecter les canalisations à l'intérieur de votre maison. C'est là que la première alarme a retenti. Je n'ai pas bougé. S'il y avait eu un problème avec la ligne de gaz, j'aurais reçu un appel ou un email. J'ai gardé une voix neutre sans montrer mes soupçons. Avez-vous une pièce d'identité? Son sourire s'est un peu fané. Il a changé légèrement de posture et a pointé vaguement la rue. Mon camion est juste là. Je peux aller chercher mon badge si vous voulez. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait aucun camion. La rue était déserte. Je l'ai regardé de nouveau. Il souriait toujours, mais la manière dont il évitait mon regard, la façon dont il restait figé, quelque chose m'a glacé le dos. « Non, merci », ai-je dit en commençant à refermer la porte. « Je vais appeler la compagnie de gaz si nécessaire. » Il n'a pas reculé, mais n'a pas avancé non plus. Il est resté là, comme s'il attendait que je change d'avis. J'ai fermé la porte. Clic, verrouillé. J'ai mis le verrou de sécurité. Je ne suis pas retourné travailler. Je suis resté derrière le rideau à l'observer par la fenêtre. L'homme est resté debout sur mon perron, les mains dans les poches, fixant la porte. Puis il s'est éloigné, mais pas vers la rue, ni vers un quelconque véhicule. Il a contourné le côté de ma maison et je l'ai perdu de vue. J'ai attendu 10 minutes, 15. Je ne l'ai pas entendu partir. Je suis allé vérifier la porte de derrière. Toujours verrouillée. Le jardin semblait vide. J'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Mais je savais, quelque chose n'allait pas. C'était dans sa posture, sa tranquillité. Comme s'il n'était pas pressé, comme s'il avait tout le temps du monde. Ce soir-là, j'ai tout revérifié. Fenêtre fermée, porte verrouillée, lumières allumées. Je devrais me sentir en sécurité, mais je ne me sentais pas bien. À 2h47 du matin, je me suis réveillé sans raison. La maison était silencieuse. Puis j'ai entendu un léger craquement. Je me suis assise dans mon lit. Ce n'était pas un bruit venant de l'intérieur, mais du jardin. Je suis sorti du lit, le cœur battant si fort qu'il me faisait mal. J'ai pris ma lampe torche sur la table de nuit et suis allé vers la porte arrière. Quelque chose n'allait pas. J'ai allumé la lampe et éclairé l'extérieur. Le portail du fond était grand ouvert. Mon cœur s'est arrêté. Je le verrouille toujours.
Et là, j'ai vu des traces fraîches allant vers la porte de ma cave. Elle était fermée, mais quelqu'un était allé là-bas. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne respirais même plus. J'ai éteint la lampe, verrouillé la porte, et je suis resté dans la cuisine, une main sur le verrou, l'autre tenant un couteau, jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, je suis allé chez ma voisine, Madame Fatima. Elle est retraitée et passe la plupart de son temps à jardiner ou à observer la rue depuis sa véranda. Si quelqu'un avait vu quelque chose, c'était elle. Je lui ai demandé si elle avait remarqué un ouvrier du gaz hier. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. « Je l'ai vu, dit-elle, mais ce n'était pas un employé du gaz. » Mon estomac s'est retourné. Elle m'a dit l'avoir vu frapper à 3 autres portes avant la mienne. Une femme l'avait laissé entrer. « Mais... et ensuite ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. Je ne sais pas trop, mais le lendemain, elle faisait changer toutes les serrures. Ça voulait dire qu'il était entré dans au moins une maison. C'est là que j'ai appelé la compagnie de gaz. Ils ont confirmé mon plus grand cauchemar. Personne n'avait été envoyé dans mon quartier. J'ai déposé une plainte, la police a inspecté mon jardin, pris quelques notes, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Probablement un arnaqueur qui tente d'entrer dans les maisons pour voler, ont-ils dit. Cela aurait dû me rassurer, mais ce n'était pas le cas, parce que cet homme, il n'avait jamais essayé de forcer l'entrée. Il n'avait jamais insisté. Il n'avait pas tenté de me convaincre. Il était juste là, à attendre. Les semaines ont passé. J'ai changé les serrures, installé des caméras. Et puis, une nuit, je me suis réveillé à un bruit venant de l'intérieur. Pas un choc, juste un léger grattement. Comme des pas. Je me suis levé d'un bond, le cœur affolé. La porte de ma chambre était fermée, mais soudain, ça ne suffisait plus. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai commencé à faire défiler les caméras. Véranda, jardin. Puis j'ai passé à la caméra intérieure, celle du salon. Mon estomac s'est noué. La porte d'entrée était ouverte. Je n'avais rien entendu, ni le verrou, ni la poignée, mais elle était entr'ouverte. Juste assez pour voir dehors. Assez pour savoir que quelqu'un était entré ou était encore à l'intérieur. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. J'avais verrouillé cette porte avant de me coucher. Je l'avais même vérifiée 2 fois. J'ai fait défiler les flux en direct des caméras pour essayer de comprendre qui avait ouvert la porte. Mais c'est là que j'ai réalisé, je n'avais pas encore, installé les cartes mémoire. Il n'y avait aucune image enregistrée. Rien pour voir ce qui s'était passé quelques minutes plus tôt. Juste le direct. Ce qui voulait dire que qui que ce soit ait été là. Je venais tout juste de le manquer. J'ai attrapé la batte que je gardais à côté du lit et je me suis levé. Le sol me paraissait étrange, trop haut sous mes pieds, comme s'il avait changé. J'ai ouvert la porte de ma chambre lentement, le cœur battant contre mes côtes. La maison était silencieuse, mais je pouvais sentir cette lourdeur dans l'air, comme si quelqu'un venait tout juste de quitter la pièce. Je me suis avancé dans le couloir, chaque nerf en alerte. Le salon était vide, la porte d'entrée encore entr'ouverte. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, la batte serrée si fort que mes doigts me faisaient mal. J'ai vérifié les verrous 3 fois avant de fermer la porte. Puis je me suis assise sur le canapé, dos contre le mur, à attendre que le jour se lève. Rien n'avait été volé, aucune vitre brisée, aucune trace d'effraction. Juste cette porte, ouverte, comme si quelqu'un était entré, était resté là un moment, avait écouté, puis était ressorti. Le lendemain, j'ai changé toutes les serrures, installé des verrous supplémentaires et acheté des cartes mémoire pour chaque caméra. Mais je n'ai jamais su comment la porte avait été ouverte. Je n'ai jamais su qui était entré dans ma maison. Et c'est ça qui me garde éveillé la nuit. Ne pas savoir s'ils sont partis, ou s'ils attendent simplement la bonne nuit pour recommencer. Je m'étais installé dans cette maison la première semaine de juillet. C'était censé être le début d'une nouvelle vie, plus paisible, après mon divorce. Je m'étais promis de ne plus me compromettre. Je voulais une rue calme, un petit jardin, un endroit où je pourrais vraiment m'écouter penser. Un lieu à moi, le quartier semblait parfait, à la lisière d'une zone tranquille. Là où la ville se dilue, lentement, en sentiers et en arbres. Il y avait un silence ici que je n'avais pas connu depuis des années. Ma maison avait une porte bleue, une petite véranda juste assez grande pour une chaise et une plante.
et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière dorée de l'après-midi. L'endroit sentait le bois ancien et la peinture fraîche. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je dormais vraiment la nuit, sans la télé allumée en bruit de fond. Les voisins étaient discrets. Beaucoup de personnes âgées, quelques familles avec enfants, quelques retraités aux jardins impeccables, des carillons, des statuettes de lutin, des chaises longues qui semblaient ne jamais bouger. Je ne connaissais vraiment que le voisin d'à côté, Monsieur João, peut-être la soixantaine. Il vivait seul, portait toujours une chemise polo rentrée dans un short, marchait avec une légère boiterie. Il faisait souvent un petit signe de la main, le genre d'homme qui lit encore son journal du début à la fin et joue au golf tous les week-ends. Il ne parlait jamais beaucoup, juste le typique bonjour de voisin. Une semaine après mon emménagement, on a frappé à ma porte. C'était Monsieur João. Il avait un sourire, et ses yeux ne souriaient pas. « Vous avez entendu le bruit la nuit dernière ?» m'a-t-il demandé. J'ai levé un sourcil. Quel bruit? Les coups. En général, ça commence vers 2 heures, parfois plus tôt. Mais ne vous inquiétez pas, ça recommencera. J'ai attendu qu'il plaisante. Il ne l'a pas fait. Il a juste hoché la tête et qu'est retourné à sa véranda. Aucune explication. Ce soir-là, je suis resté éveillé tard à regarder une comédie légère. Vers minuit, j'ai tout éteint et je me suis préparé à dormir. Je ne pensais plus vraiment à ce qu'il avait dit. Non, peut-être un raton laveur, un chien, peu importe. Rien d'alarmant. Mais à 2h12 du matin, j'ai entendu un bruit. 3 ou 4 coups rapides, doux, précis. Je me suis redressé dans mon lit et j'ai écouté. Silence. Je me suis dit que c'était probablement une branche ou peut-être un bruit venu de loin. D'une autre maison, après tout. J'avais laissé la fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer un peu d'air. Je ne voulais pas trop y penser. Mais la nuit suivante, c'est revenu. Ce n'était pas fort, mais c'était clair. 4 coups, puis une pause, et 2 autres. Ce n'était pas à la porte d'entrée. Ça venait de quelque part autour de la maison. Ce genre de son étrange, où l'on ne sait pas si c'est dedans ou dehors. Mais dans tous les cas, quelque chose sonnait faux. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la maison, j'ai vérifié les fenêtres, la porte d'entrée. Tout était en place, rien d'anormal. La 3e nuit, le son était plus fort, presque rythmé, comme si quelqu'un marchait lentement autour de la maison en tapant à intervalles réguliers. Ce n'était ni un animal, ni le bois qui travaille. Il y avait une intention dans ce bruit. J'ai envoyé un message à une amie. Elle m'a demandé si ce n'était pas quelqu'un qui s'amusait à me faire peur et m'a suggéré de mettre une caméra. Je lui ai répondu que c'était sûrement la maison qui bougeait avec les changements de température. Mais je mentais. Je savais que ce n'était pas ça. Quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à dormir avec une lampe de chevet allumée. Je me disais que c'était pour le confort, mais au fond je savais que c'était à cause de la peur. La 4e nuit, je suis sorti quand j'ai entendu les coups. Il était un peu plus de 2 heures. Le ciel était sombre mais dégagé. Tout était parfaitement silencieux. Pas de cigales, pas de voiture. Même l'air semblait suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai regardé vers la maison de Monsieur João. Il était à la fenêtre, debout, les mains contre la vitre, à me fixer. Puis, sans détourner le regard, il a levé une main et a frappé 3 fois sur sa propre fenêtre. Le lendemain matin, j'ai essayé de mettre ça de côté. Je me suis dit qu'il était sûrement juste un vieux monsieur un peu bizarre, peut-être somnambule, peut-être qu'il me confondait avec quelqu'un d'autre. Mais je n'arrivais pas à chasser cette scène de mon esprit. Ce silence, ce geste, cette fenêtre. Après ça, j'ai commencé à l'éviter. Je ne lui faisais plus signe quand il était dehors. Je ne vérifiais plus le courrier en journée. Je gardais mes stores baissés. Mais les coups ont continué. Certains soirs, ils venaient plus tôt, juste après que j'éteigne les lumières. D'autres fois, vers 3 heures du matin. Toujours en courte rafale. Toujours suivi d'un silence profond. Jamais violent, mais toujours intentionnel. J'ai essayé de dormir dans la chambre d'amis. J'ai essayé les bruits blancs, les applications de son, mais je les entendais quand même. Puis une nuit, le schéma a changé. J'étais allongé, luttant contre le sommeil. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait eu aucun bruit depuis 2 nuits, je devais me sentir soulagé. Mais au lieu de ça, j'étais tendu,
comme si j'attendais quelque chose qui n'était pas encore tombé. Et cette nuit-là, le bruit ne venait pas du mur, il venait du plafond, doucement, mais réellement, comme si quelqu'un marchait dans le grenier. Mais mon grenier n'avait même pas de plancher, je n'y étais jamais monté. Je n'avais même pas encore installé d'échelle d'accès. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise, la lumière allumée, les yeux fixés sur le plafond. Rien d'autre n'est arrivé. Pas avant 2h43 du matin, quand j'ai entendu un seul coup, sur la fenêtre, juste à côté de mon lit. Je me suis figé. Les rideaux étaient fermés. Je ne bougeais pas. J'écoutais. Attendant un autre bruit. Je me suis lentement levé. J'ai tiré le rideau. Juste un peu, la maison de M. João était noire. Pas de lumière, pas de mouvement, mais dans mon jardin, juste sous la fenêtre, il y avait quelqu'un. Il faisait trop sombre pour voir nettement, mais je reconnaissais la silhouette, la posture. C'était M. João, immobile, juste là. J'ai reculé d'un pas, pris mon téléphone et appelé la police. Quand ils sont arrivés, il n'était plus là. Ils ont dit qu'il n'avait probablement rien fait d'illégal, que c'était sûrement un malentendu. Le lendemain matin, je suis sorti. Sous chaque fenêtre, il y avait de petites traces, des griffures, comme si quelqu'un avait fait le tour de la maison. Toc! Ou toc-toc testant, cherchant, je suis allé chez Monsieur João. La maison était vide. Sa voiture avait disparu. Un voisin m'a dit qu'il était parti pendant la nuit, sans prévenir, sans dire au revoir. Je n'ai plus jamais entendu les coups, mais parfois, entre 2 et 3 heures du matin, je crois entendre encore un seul coup, contre le mur ou le sol. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, ou si ça n'a jamais vraiment cessé. Tout ce que je sais, c'est que M. João l'a entendu avant moi, et il avait raison. Je me suis installé dans cette maison la première semaine de juillet. Ce n'était pas l'endroit idéal, mais c'était logique. J'avais 27 ans. Je travaillais comme coach sportive entre les clients du matin très tôt et ceux du soir. Mon plan était simple, travailler dur pendant 1 an, économiser, me bâtir une clientèle privée solide et ensuite chercher un endroit où poser mes valises pour de bon. Peut-être un appartement. Rien de très grand, juste un endroit calme, où je n'aurais pas à partager de mur avec qui que ce soit. Mais en attendant, j'avais besoin d'un logement temporaire et abordable. Et cet endroit cochait toutes les cases. Le loyer était mensuel. Les photos sur l'annonce n'étaient pas suspectes et il se trouvait dans une rue plutôt correcte. C'était une vieille maison transformée en 2 logements en enfilade. Toute la bâtisse avait cette sensation typique d'une maison ancienne, légèrement penchée, un peu étouffante, comme si le temps s'était installé dans les planchers. Les escaliers grinçaient, le sol était bancal, la peinture ne s'accordait pas vraiment d'un mur à l'autre. Mais le pire, c'était des murs, aussi fins que du papier. Je m'en suis rendu compte dès la première nuit. J'étais en train de déballer quelques cartons dans le salon quand j'ai entendu mon voisin éternuer. Pas un petit éternuement. Un de ceux bien secs qui raclent la gorge, suivi de ce qui ressemblait à lui marmonnant un truc sur des antihistaminiques. C'était comme s'il se trouvait à 1 mètre de moi. J'en ai ri au début. J'ai même envoyé un message vocal à un ami. « Mec, je peux littéralement l'entendre respirer. » Mais cette nouveauté a vite disparu. En quelques jours, j'ai compris que je pouvais tout entendre. Ses émissions télé, ses appels, son micro-ondes qui sonnait, et même lui fredonnant des jingles de pub. Sa voix avait un timbre étrange, un peu comme s'il parlait à travers un ventilateur. Au début, je pensais qu'il avait simplement l'habitude de parler tout seul. Bizarre, mais pas dangereux. Je commençais à reconnaître des bribes de ses phrases. Des monologues ou des appels où je n'entendais que lui. Et il semblait toujours proche du mur. Je ne l'ai jamais vu. Personne n'entrait ou ne sortait. Pas de colis. Pas de poubelle. Quelques jours plus tard, je nettoyais la cuisine après le dîner quand j'ai entendu très distinctement un Mathéus. Je me suis figé. Il l'a répété, plus lentement cette fois, comme s'il testait le mot Mathéus. J'ai posé l'éponge sur le plan de travail, suis allé jusqu'au mur mitoyen, et je suis resté là, à attendre. Rien. Je me suis dit qu'il avait dû confondre avec quelqu'un d'autre. Mathéus, c'est un prénom assez courant. Mais le lendemain soir, les choses ont empiré. J'étais assis sur le canapé,
à réfléchir à ce qu'on allait manger avec ma copine. On avait échangé des messages toute la journée, mais j'étais fatigué de taper. Alors je lui ai envoyé un vocal. Et si on allait au resto-taille de la rue 10, celui avec les chaises rouges? Quelques minutes plus tard, j'ai entendu sa voix. Toujours cette même voix sourde, étouffée, mais claire. Thaïlandais. Bonne idée. Je me suis levé, ça pouvait être une coïncidence. J'ai essayé de m'en convaincre, mais c'était trop précis, trop direct. Puis comme un murmure, celui près de la rue 10, mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas bougé, je suis resté là à fixer le mur. J'ai éteint mon téléphone. Silence. Le studio me semblait soudain minuscule. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était plus une coïncidence. J'ai commencé à rentrer plus tard, à éviter les moments où je pourrais l'entendre. J'ai arrêté la musique, je restais en silence, juste pour l'entendre lui. Et chaque nuit, il parlait. Mais maintenant, c'était de moi qu'il parlait. Il listait des choses, à quelle heure je me levais, quand je prenais ma douche, à quelle heure je partais travailler. Quand je rentrais, il connaissait le nom de mes clients, ce que je mangeais, ce que je portais. Une nuit, il a murmuré. Aujourd'hui, il a sauté les bras. C'est bizarre, ce n'était jamais fort, mais toujours là. Une voix monocorde, détachée, mais que j'entendais toujours. J'ai commencé à perdre le sommeil. Un jour, je suis resté chez moi, malade, juste pour voir ce qu'il ferait. Il était 11h15 quand je l'ai entendu. Il est encore là. Puis, pourquoi il est encore là? Je me suis levé, je suis allé jusqu'au mur. J'ai collé mon oreille. J'ai entendu un léger bruissement, comme des vêtements qu'on ajuste, ou des pas en chaussettes. Puis une respiration, lente, profonde. J'ai frappé 3 fois, contre le mur. Silence, puis 3 coups en retour. Je me suis éloigné, 3 pas, comme si le mur allait s'ouvrir. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à tard, à l'écouter. Pendant des heures, rien. Puis, il écoute. Une pause. Et ensuite, il pense que je ne sais pas. Même voix, même timbre voilé, comme s'il parlait à travers le mur. À moi, même s'il ne savait pas. Ou peut-être parce qu'il savait que j'étais là. Quelques jours plus tard, j'ai tenté à nouveau. Cette fois, j'ai frappé plus fort, de manière plus agressive. Toujours rien. Alors j'ai écrit un mot, une seule phrase. « Salut, tu pourrais faire un peu moins de bruit la nuit ?» Les murs ici sont vraiment fins. J'ai collé le mot sur sa porte et je suis parti travailler. Quand je suis rentré, il n'était plus là. Mais cette nuit-là, vers 2h30 du matin, j'ai entendu un chuchotement à travers la grille d'aération de ma chambre. « Tu n'aurais pas dû écrire ça. » C'était calme, sans émotion, comme s'il lisait un texte à voix haute. J'ai bondi hors du lit et j'ai calé une chaise contre la bouche d'aération. Je sentais que je perdais le contrôle. Et puis, il a ri. Un rire long et bas, étiré, comme un enregistrement qu'on ferait tourner au ralenti. Le rire a continué, encore et encore, jusqu'à ce que je prenne mes clés et sorte de là. Je suis resté chez ma copine pendant 3 nuits. Je lui ai dit que mon voisin était bizarre, rien de plus. Je ne savais pas comment expliquer sans passer pour une folle. Quand je suis revenu chercher quelques affaires, j'ai remarqué autre chose. Les lumières chez lui étaient toujours allumées, jour et nuit. Toujours la même lueur derrière les stores. J'ai vérifié la porte d'entrée, pleine de poussière. Aucune trace dans la neige, rien sur le trottoir qu'on partageait, aucun signe de vie. Et là, j'ai compris. Je ne l'avais jamais entendu. Pas de bruit de pas, pas de voix par la fenêtre, pas même une silhouette à travers un rideau. Le lendemain, j'ai appelé le propriétaire. Je lui ai dit que je rompais mon contrat. Il a poussé un long soupir. « Oui, d'accord. Je comprends. » J'ai hésité, puis j'ai demandé, juste par curiosité. « C'est quoi l'histoire du gars d'à côté ?» Un silence, long, plus long que ce que j'attendais. Et enfin, honnêtement, je ne l'ai jamais rencontré. Le locataire avant vous m'avait posé la même question. Il disait que ce type le mettait mal à l'aise. Je ne disais rien. J'écoutais. J'ai essayé d'en savoir plus à l'époque. Je suis allé là-bas. J'ai frappé plusieurs fois. Personne n'a jamais répondu. C'était calme, mais le loyer était toujours payé à temps. Il s'est arrêté là, comme si ça expliquait tout. Mais ça n'expliquait rien. J'ai tout emballé en 2 heures et j'ai quitté les lieux. En partant, j'ai revérifié la porte de l'autre unité. La serrure était rouillée.
La boîte aux lettres débordait de papier. Les vitres étaient opaques de poussière, mais les lumières étaient encore allumées. Et je me souviens, la toute dernière nuit que j'ai passée là, juste avant de tout comprendre. Je m'étais endormi sur le canapé juste avant l'aube, et je jure, j'ai entendu un murmure à travers le mur. « Tu es où ?» Aujourd'hui, je vis dans un quartier tranquille, un peu isolé, mais toujours assez proche pour faire mes courses ou commander une pizza. Quelques maisons éparses entre les arbres, avec de longues bandes de terrain désert. Les gens gardent leur distance. On échange des saluts, parfois un sourire, un signe de tête, mais personne ne pose de questions. Et pour quelqu'un comme moi, c'est parfait. Je suis vétérinaire spécialisé dans les petits animaux. Chiens, chats, parfois des oiseaux blessés. C'est le genre de métier où l'on voit les gens à leur pire moment. Et les animaux dans leur plus grande détresse. Je me suis toujours senti plus à l'aise avec les animaux. Ils sont honnêtes d'une manière que les humains ne le sont pas. Tu gagnes leur confiance, ils te la donnent. Tu la trahis, ils s'en souviennent. Luna est entrée dans ma vie il y a 3 ans, après une année particulièrement difficile. Un chien recueilli, croisement de berger allemand et peut-être un peu de husky, intelligente, vigilante. Avec ses grands yeux bruns qui semblent lire en toi, elle ne faisait pas facilement confiance. Mais elle me faisait confiance, à moi. Elle me suivait partout, dormait au pied de mon lit, s'asseyait près de moi pendant que je lisais. Elle attendait devant la porte de la salle de bain pendant que je prenais ma douche. Toujours là. Loyale, peut-être un peu trop. Un après-midi, vers la fin juillet, il faisait lourd et sec. Je venais de déjeuner et j'avais laissé Luna dans le jardin. Je me souviens du bruit de la porte se fermant derrière elle. Elle faisait toujours une petite pause au bord de la terrasse, avant de trotter vers les buissons. Elle aimait s'allonger près des alchémilles. Je lui ai laissé 20 minutes, puis 30. Au début, je n'ai rien trouvé d'anormal. Quand je suis sorti pour l'appeler, elle n'était plus là. J'ai vérifié le portail, verrouillé. Aucun trou sous la clôture. Tout était en place. J'ai fait 2 fois le tour du terrain. Rien. J'ai commencé à l'appeler. 1 fois, 2, de plus en plus fort. Aucune réponse. Et c'est là que la panique m'a envahi. J'ai passé l'après-midi à parcourir le quartier, à frapper aux portes, à montrer des photos, à glisser des prospectus dans les boîtes aux lettres. La plupart des gens n'avaient rien vu. Certains ont pris le papier et hoché la tête. D'autres n'ont même pas ouvert la porte. Quand la nuit est tombée, j'avais déjà contacté tous les refuges de la région. Laissé des messages aux cliniques vétérinaires, rempli des rapports en ligne. Je n'ai presque pas dormi. Je sortais toutes les heures, espérant la voir assise là, à m'attendre. Le 2e jour, j'ai élargi mes recherches. J'ai publié sur tous les groupes Facebook que je pouvais trouver, demandé à des amis de relayer l'alerte. J'ai conduit pendant des heures. Son jouet préféré, sur le siège passager, criant son nom par la fenêtre. Mais les rues restaient silencieuses. La 3e nuit, j'étais à bout, assise sur le canapé, à fixer la télé éteinte. Je ne faisais que regarder la porte arrière, espérant, mais redoutant aussi. Et c'est là que je l'ai entendu, un léger grattement. Un son familier. J'ai couru jusqu'à la porte et l'ai ouverte d'un coup. Elle était là, Luna, mais elle n'est pas entrée. Elle est restée sur le seuil. Oreilles baissées, corps raide, queue entre les pattes. Ses yeux vifs et pleins d'intelligence, étaient vides. Comme si elle regardait à travers moi. Je me suis agenouillé. J'ai murmuré son nom. Elle s'est reculée. Puis, lentement, elle a franchi le seuil. Comme un animal puni. Comme si elle s'attendait à quelque chose de mauvais. J'ai tendu la main doucement. Elle s'est éloignée. Je me suis assise sur le sol et j'ai attendu. Finalement, elle s'est couchée au fond du couloir, dos tourné. Le lendemain matin, je l'ai examinée comme j'examinerais n'importe quel chien traumatisé. Pas de blessures externes. Son pelage était propre, ses griffes coupées, ses pattes intactes. Elle n'avait pas erré. Elle avait été gardée quelque part. Mais il y avait quelque chose de cassé. Elle refusait de manger, reniflait ses croquettes, comme si c'était quelque chose d'étranger. Elle ne s'approchait plus de son panier, se recroquevillait sous la table de la cuisine. Elle refusait les friandises dans ma main, et ne me regardait plus quand je lui parlais. Je l'ai doucement brossée. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'approche de sa queue. Elle a bondi et s'est réfugiée dans la salle de bain.
Elle y est restée recroquevillée pendant des heures. Je connaissais ce comportement. C'était de la peur, une peur apprise, et dirigée vers moi. Je voulais croire que ce n'était que du stress, une réaction normale à une disparition, quelque chose qui passerait. Mais elle semblait distante, comme si elle était elle, mais pas vraiment. Elle ne me suivait plus, ne répondait plus à son nom, ne remuait plus la queue, ne réagissait plus à la sonnette. Elle était là, mais sans être avec moi. Dans un espace où, avant, nous étions deux. Le 4e jour après son retour, elle a vu Claudio. Claudio, c'était mon voisin d'à côté, plus âgé. Soixantaine peut-être, retraité. On échangeait parfois un signe de tête. Rien de plus. Je déchargeais mes courses quand il est apparu. Il a souri et dit « Content de voir que votre chienne est revenue. » Je me suis retourné, surprise. Oui, merci. Je ne sais toujours pas comment elle est sortie. Il a fait ce petit mouvement de tête, comme s'il savait quelque chose. Elle pleurait cette première nuit. Pauvre bête. Je l'entendais de chez moi. Je n'ai rien dit. Juste hoché la tête. Un sourire forcé. Mais à l'intérieur, mon estomac s'est noué. Je n'avais jamais dit à personne qu'elle avait disparu cette nuit-là. Je n'avais posté que la date, pas l'heure. C'est là que je me suis souvenu de l'ancienne caméra de sécurité installée au-dessus du portail du jardin. Je ne l'avais jamais enlevée, jamais vérifié les enregistrements. J'ai lancé les images sur mon ordi, remonté jusqu'à la nuit de sa disparition, 2h18 du matin. L'angle était un peu penché, mais l'image était claire. Claudio, accroupi contre la clôture. Chemise blanche, short beige. Il tenait quelque chose. Des restes de poulet peut-être. Il l'appelait. Luna s'est approchée lentement, a remué la queue. Une fois, puis deux. Elle a regardé vers la maison, puis elle a fait un pas en avant. Il a ouvert le portail, elle est entrée et il l'a refermé derrière elle. Image suivante, 0h19, 3 jours plus tard. Claudio, encore une fois. Même chemise, même geste. Il ouvre le portail, Luna entre à nouveau. Tête baissée, épaules tombantes. Il lui donne une petite tape sur le dos, puis disparaît de l'image. J'ai regardé l'enregistrement 10 fois. Puis je l'ai téléchargé. Je l'ai regardé encore. Le lendemain, j'ai apporté la vidéo à la police. Ils m'ont demandé s'il y avait des signes de blessure. J'ai répondu que non, mais elle n'était plus la même. Ils ont dit que puisque le chien avait été rendu sans marque visible et que je ne pouvais pas prouver une intention malveillante, ce n'était pas un délit, c'était une affaire civile. Ils ne pouvaient rien faire. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai changé toutes les serrures, remplacé le portail arrière, installé de nouvelles caméras avec vision nocturne et batterie de secours, renforcé les fenêtres, acheté des rideaux occultants. Et j'ai gardé Luna à l'intérieur tout le temps, mais elle ne dort plus dans ma chambre. Elle ne mange que si je quitte la pièce. Parfois, je la vois fixer la porte. D'autres fois, je l'entends grogner. Un grondement profond, vibrant, né de la poitrine. Une fois, j'ai voulu la caresser pendant qu'elle dormait. Elle s'est réveillée en sursaut et a fui. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Je ne sais pas ce que Claudio lui a dit, ce qu'il lui a fait ou ce qu'il lui a fait croire. Mais je le vois dans ses yeux, tous les jours. Elle est revenue, mais quelque chose est resté là-bas. Et je n'ai pas seulement peur de ce qu'il lui a fait. J'ai peur qu'il pense que ce n'est pas terminé. Je ne cherchais rien de grand. Pas une maison énorme à entretenir, pas un loft stylé en centre-ville. Je voulais juste un endroit tranquille, normal. J'ai trouvé une maison simple, de plein pied, au fond d'une impasse, juste à la périphérie. Une petite véranda, une clôture un peu fatiguée, un abri de jardin qui penchait légèrement, et un jardin que je pouvais tondre en 20 minutes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Le prix était bon, le quartier était calme, et surtout, ça ressemblait à un nouveau départ. Les voisins étaient sympathiques. Le couple de retraités en face me saluait toujours. Parfois laissait des tomates sur ma véranda dans un sac en papier. Une jeune famille, 2 maisons plus loin. Leurs enfants dessinaient des dragons et des soleils à la craie sur le trottoir. Leurs chiens aboyaient contre les nuages. C'était ce genre de lieu. Arroseurs automatiques le soir. Odeur de barbecue le week-end. Pas trop proche, pas trop isolé. Et puis, il y avait Carole. Elle vivait juste à côté. Je l'ai rencontrée mon 2e jour ici.
Je tondais la pelouse quand elle est apparue à la clôture, tenant une assiette couverte. « Bienvenue dans le quartier », m'a-t-elle dit avec un grand sourire. J'ai fait un gobelet aux myrtilles. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours dans le coin. Et elle était toujours là. Je travaille à distance. Je m'occupe de logistique et de chiffres pour des PME. C'est un travail solitaire. Et ça signifie que je remarque les détails. Carole était toujours en train de faire quelque chose dehors. Balayer le trottoir, même impeccable. Déplacer des pots de fleurs. Tailler des haies déjà parfaites. Et quand elle n'était pas dehors, je la voyais parfois à travers la fenêtre de son salon. Pas en train de lire, pas en train de faire quoi que ce soit. Juste observer. Je me suis dit que c'était de la solitude. Certaines personnes deviennent curieuses quand elles vivent seules trop longtemps. Mais il y avait des choses qui ne collaient pas. Quelques semaines plus tard, on a eu une autre conversation par-dessus la clôture. Je récupérais mon courrier. Elle m'a demandé si j'aimais la maison. J'ai dit que c'était tranquille et que j'appréciais ça. Elle a hoché la tête puis incliné la tête légèrement. « Tu n'as pas encore trouvé cette planche qui grince dans le couloir, celle près de la buanderie ?» Mais elle m'a toujours agacé. Je me suis figé. « Vous êtes entré chez moi ?» ai-je demandé, plus confus qu'apeuré. Elle a ri doucement. « Oh non, je nettoyais pour les anciens propriétaires. Pendant des années, en fait. Ça me manque d'être ici. J'aimerais toujours pouvoir le faire. » J'ai ri poliment et j'ai laissé passer. Mais cette conversation m'a hanté pendant des jours. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec une autre assiette. Des cookies au chocolat cette fois. On s'est assis sur ma véranda. Elle a regardé autour d'elle, tranquillement. Puis elle a fait un signe de tête vers l'arrière de ma maison. « Ta buanderie est un peu étroite, non ?» J'ai toujours pensé qu'elle devrait échanger sa place avec le bureau. Ce serait un bien meilleur usage de l'espace. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on peut deviner depuis l'extérieur. Mon bureau n'a aucune fenêtre, et la buanderie n'en a qu'une seule, en verre dépoli. Elle ne pouvait pas savoir ça, à moins d'être déjà entrée. Ce soir-là, j'ai parcouru la maison lentement, pièce par pièce, essayant d'imaginer à quoi elle ressemblait depuis ses points de vue à elle. Je suis resté dans le jardin et j'ai regardé à travers la clôture latérale. On ne voyait pas grand-chose, pas à moins d'être vraiment proche. Alors j'ai fait un petit geste, juste pour apaiser mon esprit. J'ai placé un balai contre la porte arrière, à l'intérieur. Une vieille porte, sans poignée à l'extérieur, avec une vitre dépolie. Ce n'était pas vraiment un piège, juste une marque, un repère. On ne pouvait pas ouvrir cette porte sans être déjà à l'intérieur. Je suis allé faire des courses. Quand je suis revenu, le balai n'était plus là. Il n'était pas tombé. Il n'était pas cassé. Il n'était même pas au sol. Il était posé contre le mur opposé, soigneusement déplacé. Comme si quelqu'un était entré, avait bougé le balai, puis était reparti. Aucune trace d'effraction. Aucun verrou forcé, rien de manquant. Juste ce détail. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à verrouiller la porte de ma chambre avant de dormir. Et puis, il y a eu l'échelle. Un matin, je suis sorti arroser les plantes. Et j'ai vu une échelle en aluminium, adossée à la clôture qui séparait nos deux jardins. Au début, je n'y ai pas pensé, puis j'ai remarqué où elle était placée, parfaitement alignée avec la fenêtre de ma salle de bain. Je suis resté figé, juste à la regarder. Plus tard, je suis passé devant Carole et je l'ai mentionnée, comme si de rien n'était. Elle a souri. « Non, ce vieux truc. » Je faisais juste un peu de taille, mais il n'y avait rien à tailler. Pas de branches, rien du tout à proximité. Cette nuit-là, j'ai commandé des lumières à détection de mouvement et 2 petites caméras de sécurité. Une pour le portail arrière, l'autre pour le côté du jardin. 3 nuits plus tard, l'une d'elles m'a réveillé. 3h07 du matin. Mouvement détecté. J'ai ouvert l'appli et lancé le flux vidéo. Elle était là, Carole, debout dans le jardin latéral. Pas sur ma propriété, mais juste de l'autre côté de la clôture. Juste sous la fenêtre de ma salle de bain. Elle est restée là. 5 minutes, puis s'est retournée. Était partie. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas rendormi non plus. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, fixant un coin du plafond. À écouter, rien. Le lendemain matin, j'ai appelé la police. J'ai montré les vidéos. Ils ont pris quelques notes. Techniquement, elles n'étaient pas sur ma propriété.
a dit l'un des agents. Il faudrait une preuve claire qu'elle était entrée chez vous. J'ai demandé s'ils pouvaient lui parler. Ils ont dit qu'ils passeraient. Mais je ne pense pas qu'ils l'aient fait. À partir de là, j'ai arrêté d'ouvrir les rideaux. Installé des rideaux occultants. Verrouillé toutes les portes, même en pleine journée. Mais les caméras, elles continuaient d'envoyer des alertes. Pas chaque nuit, mais souvent. Toujours entre 2 et 3 heures du matin. Toujours au même endroit. Toujours en train d'observer. Une fois, je l'ai vue penchée, comme si elle écoutait à travers le mur. Et puis elle est restée là, figée, juste à écouter. J'ai rompu mon contrat de location 1 mois plus tôt que prévu. Payé des déménageurs pour emballer le nécessaire. J'ai laissé les meubles, des cartons. Même la télé, je voulais juste partir. Et parfois, je me demande encore si elle savait que je la regardais cette dernière nuit-là depuis la caméra. Parce qu'avant de tourner les talons, elle a regardé droit dans l'objectif et elle a souri.